Parce que donc moi effectivement j'ai que ça, pas que j'aime pas Optivity, mais parce que j'aime diversifier ouais, tout ce que je fais, que ce soit travail mais aussi plaisir, et souvent les deux se mélangent un peu. Si on parle d'équilibre de vie professionnelle, j'aurais des choses à dire du coup. Mais donc effectivement il y a Optivity, j'ai mon activité en freelance où j'accompagne directement les clients, alors soit c'est sous un forfait horaire avec plusieurs jours par semaine, ou alors on peut être sur un forfait one shot, typiquement sur des projets de création graphique, ça peut être un projet création de logo avec toute l'identité visuelle qui va en ressortir. Donc Optivity, ok. Freelance, cette partie-là qui va être similaire, mais là où voilà, je suis plus chez le client. Euh, Ensuite, alors c'est très long à expliquer, je ne sais même pas si j'en parle. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un sport qui s'appelle le pickleball. Voilà, donc va falloir que je fasse tout un contexte pour venir en parler correctement. Donc le pickleball, c'est une sorte de version miniaturisée du tennis. C'est un sport qui est hyper connu aux États-Unis, 37 millions de joueurs. On a à peu près 3 à 5 000 en France. Et en fait, il faut savoir que je joue assez régulièrement. Je suis un gros fan de tennis à la base, donc j'ai découvert le sport d'ailleurs avec ma mère qui a découvert ça à la télé. Et donc en fait, on a commencé à sillonner la France, à faire les tournois et à vraiment à se faire kiffer, aussi partager un moment en famille comme ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc forcément, j'ai commencé à prendre du plaisir et je me suis dit pourquoi pas monter une boîte ou créer quelque chose autour de ça. Et donc actuellement, on est en train de préparer une marque qui s'appelle Uni, donc qui est une marque de vêtements, d'accessoires, sportswear pour le pickleball, mais aussi pour le paddle et le tennis. Et la spécificité, c'est que toutes nos créations sont pensées pour être par paire. Donc c'est-à-dire que les tenues sont similaires ou en tout cas marchent ensemble et on voit une vraie différence, une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Donc ça, cette marque de sport. Et puis ensuite, je suis en train de travailler sur la petite partie création de contenu, essayer de développer un peu tout ce que je peux apprendre et les expériences qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec les clients et des fois plus dans le dur en termes de compétences, que ce soit design, donc UX, UI ou graphique, et en termes de branding. Et puis ensuite avec Rémi on en reparlera, mais donc forcément avec Optivity on lance nos petits business units et donc il y a des projets SaaS qui arrivent très prochainement. Voilà, en gros. Et toi, Rémi? Alors de mon côté, c'est un peu plus compliqué d'avoir des projets annexes car la différence principale entre Alex et T'es un moi... glandeur, disons-le. Oh là là. La principale différence, c'est qu'Alex a arrêté ses études après le bachelor et moi j'ai continué. Donc l'année dernière, j'ai eu un master en analyse financière internationale et cette année, j'ai encore repris dans un master spécialisé à l'EM Lyon, notamment en entrepreneuriat et en innovation. Donc en fait, je suis pas mal occupé. J'ai quand même quelques petits projets annexes. Notamment, je travaille avec The Quest en tant que VC Scout. Donc ça me permet d'avoir toujours un pied dans le milieu entrepreneuriat et c'est toujours cool de pouvoir travailler avec un fonds d'investissement. Et après, on a plus des projets ensemble, mais qui viendront plus tard. Ok, et ben maintenant qu'on vous connaît mieux, ce serait bien de présenter Optivity. Concrètement, Optivity, c'est quoi? Ouais, je pense que tu vas commencer, ouais. Parce que c'est plein de choses, et ça a été plein de choses, et ça a énormément évolué, donc je vais te laisser t'en parler. C'est ça. Donc en fait, Optivity, on l'a pensé, enfin c'est plus Alexandre qui l'a pensé en deuxième année pendant le Covid. Je peux peut-être laisser de penser la première histoire d'Optivity, de qu'est-ce que c'était quand tu l'as lancé. Parce que en fait, c'est Alex qui est venu me chercher dans la promo pour qu'on lance la boîte ensemble, avant que ce soit moi qui pense quoi que ce soit dans la boîte. Donc oui, si jamais on retrace un petit peu, on refait une certaine chronologie, au départ Optivity, ça vient d'un constat simple. On était au Gaming Campus en Gaming Business School, on s'amusait, on prenait aussi du plaisir à majorer les projets, et on se disait, on travaille avec des clients potentiellement des fois réels, avec des cas réels qui sont amenés par les intervenants, c'est super, pourquoi ne pas faire ça dans le milieu professionnel? C'est-à-dire avec des vraies responsabilités, être rémunéré forcément, parce que ça fait partie du job, et aller plus loin au final que le scope de l'école. Et donc ça mûrit en fait cette idée-là fin de première année, et donc effectivement début deuxième année, je commence à réduire, ouais, trouver une sorte de dream team avec différents profils qui étaient aussi des amis, mais avec qui j'aimais travailler, puis avec qui on sillonnait en fait l'aventure des projets tout au long de l'année. Et donc il y a eu Rémi qui était sur cette partie financière, cette partie légale et administrative où on savait qu'il était calé puis ça l'intéressait. Et donc ils sont sur la photo, il y a effectivement Cassandra qui était que j'aimais comment dire, vraiment cette capacité à avoir la tête sur les épaules et être très polyvalente dans tout ce qu'elle faisait. Puis elle avait une personnalité extrêmement bienveillante, donc pour l'acquisition de clients, c'était comme ça que je le voyais aussi. Karl qui était assez doué de partie technique et aussi assez bon en créa, donc qui pareil venait compléter l'équipe. Et puis un de mes autres compères qui n'est pas sur la photo, mais qui est un de mes meilleurs amis dans la vraie vie, François, qui lui pareil, on était un peu le duo créatif. Et donc voilà, donc en fait on s'est retrouvés tous les cinq.
Il n'y a pas eu trop besoin de faire de négociations. Ça a été plus le côté, en fait, les gars, on fait des projets à l'école, on fait pareil, sauf que là, on a une agence et on se vend sur une valeur ajoutée assez simple. C'est qu'en fait, on allait proposer à des entrepreneurs ou alors des petites boîtes qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à du conseil, à des agences ou à des freelances et qui ont quand même certains besoins, que ce soit digital, que ce soit sur de la com ou que ce soit de la créa, qui sont bien présents. Et donc, forcément, les prix sont plus bas parce que nous sommes étudiants. Donc on avait cette valeur ajoutée et cet équilibre qui se trouvait par rapport à ce point-là. Et ça a plutôt bien marché. Alors on a fait énormément de bourdes. On a eu aussi beaucoup de chance. Le timing où on a lancé Optivity, c'était le Covid. Oui, c'est vrai. Donc c'était vraiment, tout le monde était chez soi, personne sortait. Les entreprises, c'était que du click and collect ou de la livraison. Et en fait, on arrivait dans le timing où ce qu'on proposait, c'était clairement de la transition digitale. Donc on pouvait aller voir un peu n'importe quelle entreprise, petite PME qui avait un besoin de transition et on pouvait travailler pour eux assez facilement. Et il y a eu beaucoup effectivement, de bourdes, beaucoup de bonnes choses aussi, beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'évolution. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça, en tant qu'agence de com, créa, on voulait un peu tout faire. Web. Je crois qu'on avait genre plus de 30 services qu'on a lancé la Il me semble que l'Excel qu'on a version. fait, c'était ça, Voilà. c'était une trentaine. On va même faire, je crois qu'on a même mis événementiel, un truc comme ça. On avait un peu de Rien tout. à En fait, voir. vraiment, on voulait tout faire. Il y avait C'était ce un peu ça, côté, l'histoire. si jamais on fait tout, on peut rien louper. Pas forcément la bonne stratégie à adopter. Et d'ailleurs, on l'a très vite compris par la suite. Mais donc, effectivement, voilà. Ça, c'était pour le début. Est-ce que tu veux continuer ? Ouais. Donc on s'était positionné comme ça dans un premier temps. Après, on avait compris que se positionner comme une agence, mais se vendre moins cher que des freelances, c'est compliqué pour beaucoup de choses. Notamment parce qu'en fait, quand on est une entreprise, on a beaucoup plus de frais que quand on est en freelance. Donc c'est un peu plus dur à gérer. On a essayé de pivoter plusieurs fois. En fait, on a toujours pivoté, même aujourd'hui on pivote. Parce qu'en fait, vu qu'on a une boîte à taille humaine, on est que des associés dedans et qu'on travaille directement en opérationnel, en fait, la stratégie, c'est nous, la vision, c'est nous. Donc dès que nous, on veut changer quelque chose, ça se ressent directement dans l'entreprise. On avait passé un deuxième step sur le côté un peu plus logiciel. On avait créé un logiciel SaaS qui permettait du coup de remplacer les graphistes au sein des sociétés. C'est-à-dire que nous, on s'occupait de tout leur point de vue graphique, toutes leurs prestations graphiques. Et on avait un site qui permettait ils allaient directement mettre leur cahier des charges. Tout était géré là-dessus. On a fait ce modèle-là pendant un an. Ouais, c'est à peu près ça. Mais ça a été vraiment un énorme pivot. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que notre façon de travailler pouvait être vraiment streamline et que le process pouvait être vraiment optimisé. Et donc, on s'est dit, le système d'abonnement, c'est quelque chose qui, en termes de facturation, marche bien. Pour les entreprises, et pareil, très pratique parce qu'on a des revenus qui sont constants et parfois ceux d'une agence peuvent être assez instables. Et donc, on s'est dit, en fait, on va créer une plateforme où les boîtes sont abonnées et font n'importe quelle demande d'assets créatifs et pas une sorte de questionnaire assez précis, remplissent au final une sorte de brief créatif pour la réalisation de n'importe quoi. On a fait du logo, on a fait des flyers, on a fait du print, on a fait des slides, des dossiers, du web. On a à peu près tout fait. Un peu tout. Voilà, mais donc on avait et c'était vraiment intéressant parce que à titre personnel, c'est aussi sur la partie UX UI que je me suis vraiment développé par rapport à ça parce que travail avec les clients qu'on avait déjà pour comprendre comment est-ce qu'il fallait qu'on articule la plateforme et qu'on la développe pour faire en sorte que ce soit aussi une plus-value de leur côté. Et voilà, donc ça c'était deuxième gros pivot. Et on va dire c'était la rentrée un peu dans le vrai monde, dans le sens où on avait une vraie offre qui était bien structurée, avec quelque chose qui, même en termes de marché, était pertinent, fonctionnait, et c'était pas juste la débandade où on fait tout pour tout le monde, et comme on avait prévu au départ. Donc ouais, ça c'est gros pivot, et heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs. C'est ça. Et on a fait un dernier pivot pour aujourd'hui. Ça va être fini, promis. Ça va être fini, après on en est là actuellement. Depuis un peu, je dirais, le début d'année, on s'est un peu remis en question, on a un peu choisi ce qu'on voulait faire. Alors on vous expliquera plus tard, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé entre les associés aussi, des changements à la direction. Et du coup, maintenant, on a plus un système de business unit où on va avoir vraiment une partie qui va être design, UX, UI et market que Alex va peut-être vous présenter un peu plus en détail. Et on a une deuxième partie qui est plus moi, le conseil en stratégie, notamment au niveau des startups, où moi je m'occupe vraiment de tout le portfolio startup, où aller chercher les BFT avec eux, chercher aussi les subventions, les trucs comme ça, et vraiment le conseil un peu, faire un MVP, un peu comment est-ce que ça marche. On s'échange un peu nos clients dans l'histoire. Le but c'est que moi, les clients que j'accompagne après, ils finissent avec Alex sur du XUI et vice versa. Et on a une petite dernière business unit qui est en train de se monter, où là du coup on va produire des logiciels, nous, des petits micro SaaS. Moi j'avais juste du coup une question. Optivity ça a bien évolué, mais du coup maintenant vous êtes combien dans... Alors, effectivement, c'est une question. Alors, actuellement, on est 2,5, j'aurais envie de dire. Légalement, on est 3, on est encore avec Cassandra.
Et en fait, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé, je crois que le jour où on a immatriculé Opti, ou en tout cas qu'on l'a annoncé, en plus c'était le jour de mon anniversaire, on avait prévu un truc comme ça à l'époque, et on avait 18, 19, 20 ans, donc forcément tu sais, certes tu as une idée de ce que tu veux faire de ta vie, mais potentiellement tu veux vraiment évoluer, et en fait on s'est construit, certains dans le même sens, certains ont pris des voies différentes, et au final on a compris euh, chacun de notre côté comment est-ce qu'on voulait évoluer. Donc typiquement Cassandra est devenue professeure des écoles, totalement à Rien à côté. En voir. fait elle s'est rendue compte voilà, que C'est ça. certes avoir du relationnel c'était cool, mais c'est pas la façon dont elle voulait que ça se traduise quand elle était avec nous en boîte, entre guillemets, pas en boîte, elle est dansée, qu'on soit bien d'accord, en interne dans une boîte. Et voilà, et ensuite on a François qui lui était vraiment axé jeux vidéo, donc à utiliser Optivity comme tremplin pour se créer de l'expérience professionnelle, l'avoir sur le CV et donc potentiellement derrière réussir à, je crois il a travaillé chez Voodoo, Ubisoft, il est chez Obibi. C'est ça, il nous a toujours dit je veux aller travailler chez Ubisoft. Jeux vidéo, Et ouais. il est travaillé. C'est voilà, C'est sachant, encore ouais, aujourd'hui, il travaille chez Obibi. Ouais, c'est ça. C'est une énorme bible de jeux vidéo. Donc dès le début, il était focus sur ça. Et puis Karl qui a testé un peu le modèle entrepreneur, mais qui au final, c'est pas forcément quelque chose qui lui convenait. Donc il a utilisé pareil l'expérience, apprendre, voir comment ça fonctionnait, et puis se dire ok, c'est pas forcément pour moi. Et puis ensuite, il est parti sur autre chose. Et puis voilà. Donc actuellement, on était 5 quand on a commencé. Et on a avancé, et à un moment on était même 6, parce qu'il y a Arthur qui est venu et qui pareil nous a aidé sur la partie tech, et puis s'est rendu compte pareil que ça lui allait pas. C'est-à-dire que c'est pas nous, hein, on n'est pas horrible, c'est horrible, là ça fait on était 6, il en reste plus que Il y a 2. des signes quand même. qui sera Des le signes qui dernier trompent pas. Hein. Je pense qu'on va rester à 2-3 là. Ouais. On peut pas réduire plus, malheureusement. Ouais, en fait, c'est l'avantage d'État 2, c'est que, comme on disait déjà, la startup, ça pivote très facilement, très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment agréable comparé à une énorme boîte. Typiquement, j'ai été en contact plusieurs fois avec Seb, donc, qui s'occupe de tout l'électroménager et tout ça. C'est une machine. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, donc c'est énormément de process, donc c'est très lent, c'est très long. Et ça, c'est tous les grands groupes, et malheureusement, c'est obligé parce qu'il y a tellement de gens à avoir dans une seule boucle qu'au bout d'un moment, ça devient très lent. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Et donc, nous, on s'est rendu compte que quand on commençait, c'est pas parce qu'on était assez peu qu'on n'était pas en capacité de produire beaucoup. Donc, on était 5. Au final, peut-être que si on avait été que 3 ou 4, on aurait peut-être eu plus de tâches chacun de notre côté, peut-être mieux équilibré pour pouvoir ensuite délivrer n'importe quel produit ou n'importe quel travail de manière un peu plus efficiente. Donc, actuellement, on est 2 et ça nous va très bien. On a ce côté très complémentaire et ça marche bien. Encore une fois, ça marchait aussi, on avançait quand on était à 5, mais ouais, voilà. C'est vrai que d'un point de vue rapidité de prise de décision ou quoi, ça reste beaucoup plus facile de décider quand on est 2 que quand on est 5. Et du coup, avec tous ces changements, quels ont été les principaux problèmes que vous avez rencontrés, que ce soit lors de la créa ou les plus grosses histoires durant l'ouverture? Alors effectivement, alors là, encore une fois, on va pas On a fait beaucoup. tout expliquer, On a fait mais beaucoup de boulettes. on va sortir les points les plus importants. Et puis derrière, comment est-ce qu'on a potentiellement appris et est-ce qu'on en a ressorti. Donc je te propose que je commence déjà par le point le plus important. C'est les associés et surtout la communication que vous avez entre vous. Et je dis pas en disant ah mais lui il travaille pas, oh mais lui ce qu'il a fait c'est pourri. Non. C'est plus sur le côté, il y a un moment il faut prendre en compte le contexte. Et professionnellement parlant, il y a quand même une partie personnelle qui au bout d'un moment va prendre un impact, va prendre une place. Et quand on a cet âge-là, il y a une place personnelle qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prévoir. Et donc communiquer constamment, parce qu'en fait au départ on peut se dire c'est que des associés, donc en fait professionnellement, après personnellement ça ne me regarde pas. Surtout quand on monte une boîte et quand on a ce côté, on crée quelque chose de nouveau, il y a tout à faire, le personnel va rentrer en jeu. Et puis surtout, on est sur un moment où on a tous entre 18 et 25 ans, et c'est le moment où on se construit, on change souvent d'idée, on change de ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on est. Donc en fait, le personnel va quand même prendre une grande part, et mine de rien, passer le cap de créer la boîte et de devenir associé. Donc d'un point de vue légal, avoir un bout de papier, en fait, ça a des contraintes aussi, et mine de rien, il y a beaucoup de non-dits où on pense que tout est obvious, mais pas du tout. Il faut toujours parler. Ouais, et aussi la relation à gérer, amis, associés, des fois est compliqué. Donc on va dire la première bourde, ça a été des fois en fait de penser que tout était en fait fonctionnait, que ça allait.
au final, des fois, plus se poser et se dire, ok, bon, comment est-ce que tu le vois, même de toi de ton côté? Est-ce qu'au niveau de la charge de travail, est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu es dispo pour faire, si jamais sur les quelques prochains mois, quand on a fait le pivot, est-ce que tu es ok pour le pivot? Est-ce que tu as, on va dire, les reins solides? Est-ce que tu as envie de le faire pour? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aurait aimé être plus transparent et ça aurait été mieux pour tout le monde. Ça, je pense que la communication entre associés et prendre en compte le personnel aussi, surtout quand on est jeune et qu'on monte une boîte, c'est quelque chose qui est vachement important et qui est vachement pertinent. Voilà. T'as une idée du deuxième point? Parce que sinon j'ai toute une liste. Ah, moi j'en ai un deuxième, oui. Alors nous, on n'a vraiment jamais été accompagnés. On s'est toujours senti un petit peu seul quand on a lancé une entreprise parce qu'on ne connaissait pas d'autres étudiants qui avaient d'entreprise. À cette époque-là, on ne connaissait pas Genius parce que je l'ai créé 1 an plus tard. Donc c'était un peu compliqué en fait d'être relié à des personnes extérieures. Les seules aides qu'on avait, c'était un peu à l'aide de nos connaissances et un peu nos familles, nos amis qui pouvaient nous aider sur ça. Notamment, je pense au père de François qui était notaire, qui nous avait accompagnés sur la partie création de l'entreprise. Mais on avait quand même voulu le faire un peu tout nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre rédaction des statuts, notre propre dépôt des documents auprès du greffe. En fait, c'était une grossière erreur parce qu'on s'est planté un nombre incalculable de fois juste 3 pour mois, déposer. Pendant 3 mois, en fait, on faisait des retours avec 3 le greffe parce qu'il manquait toujours un document, c'était pas bon. Et puis pareil, une fois que le dossier a été validé, qu'on avait le papier comme que la boîte existait, il y avait d'autres problèmes. On n'avait pas fait les bonnes sélections des déclarations de TVA. Donc ça fait qu'on n'avait pas de TVA au début. Un peu problématique. Donc vraiment, je pense que nous, notre plus gros problème, c'est qu'on n'a jamais été conseillé. En fait, on n'a jamais pris aussi le temps d'aller chercher quelqu'un pour nous conseiller, mais on n'avait pas grand monde à disposition non plus. Vous voulez que je continue? Parce que... Attention. 2 problèmes, c'est bien. Mais du coup, là, si vous deviez conseiller quelqu'un sur comment aller chercher de l'aide, justement, auprès de qui aller chercher de l'aide, comment faire? À toi, je te laisse, c'est ton taf là. Alors aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place. L'entrepreneuriat et l'innovation en général n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Notamment, il y a des associations comme Genius, un peu dans toute la France, qui permettent de se rassembler, mine de rien. Venez nous voir. C'est ça, n'hésitez pas à aller voir une antenne Genius ou même à créer votre antenne Genius si jamais dans votre école il n'y en a pas encore. C'est assez cool, juste même le principe de pouvoir rencontrer des étudiants qui sont dans les mêmes galères que nous, en train de dire on est en train d'essayer de créer une boîte, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'on veut faire. Au moins on n'est pas seul, et mine de rien, ne pas être seul dans un problème, c'est bien. Après, aujourd'hui, il y a plein de solutions, notamment il y a des cabinets de conseil un peu comme nous qui vont conseiller des startups aussi. D'un point de vue de financement dilutif, il y en existe plein. Et il y a surtout des initiatives d'État, des incubateurs qu'il ne faut pas hésiter à les toquer, comme le SN2E par exemple. Il y a plein de comités dans chaque ville à peu près où on peut aller les regarder. Il y a des statuts d'étudiants entrepreneurs où on peut être accompagné. Et ça, on n'était pas du tout au courant. On l'a vraiment découvert beaucoup plus tard. Alex, toi, ton opinion? Honnêtement, je vais pas dire mieux que ça. Alors sur la partie financement, donc que ce soit des financements, même plus tard aller chercher les prêts, la BPI, etc. Moi, c'est pas forcément mon domaine. Sur le côté effectivement conseil, moi c'est quand nous on a commencé, c'est effectivement, alors il y avait ce côté on veut apprendre. Donc en même temps, tu te convaincs un peu toi-même, tu te dis on va apprendre, on va faire tout. On peut le faire. Et en fait, tu peux très bien apprendre en travaillant avec quelqu'un, ça marche très bien aussi. Et donc, oui, Genius, que ce soit se renseigner, en fait, il y a des livres qui existent. C'est tout bête, hein, on n'en a pas parlé, mais alors, je fais le lien, on va dire, différenciation entre les sectes de gourous de formation à 1 000 € la journée qui vont t'apprendre l'entrepreneuriat et un livre typiquement de Business Bible ou de MBA Bible, tout ce genre de choses qui existent, qui ont été écrits par des économistes, par des gens qui ont des formations, qui sont reconnus, qui ont de l'expérience. Et où des fois ça peut, même en termes de structuration, de business model, de comment tu organises ta boîte, de comment est-ce que tu travailles avec des associés, etc. C'est des choses qui aussi, je pense, peuvent être intéressantes, ouais, en termes de, voilà, effectivement, sur cette partie conseil autre qu'un interlocuteur. Mais dans le perso, du coup, vous avez vraiment une compétence prédominante. On a à peu près compris, à peu près cerné pour Rémi, mais une compétence vraiment qui a été très utile lors de la création de la boîte. Ouais, que ce soit que ce soit vos études qui vous ont apporté cette compétence, votre caractère ou vos aptitudes personnelles. Compétence. Donc la compétence qui est venue ou qui nous a permis véritablement? Qui vous a permis véritablement, qui vous a aidé, la compétence qui vous a vraiment aidé. Alors, si jamais je peux tweak la question, c'est Je t'en prie. Ok. Je t'en prie. Donc, c'est... Si jamais je dois donner une compétence, c'est un peu compliqué d'en parler. Parce qu'en fait,
il y a besoin d'un peu de tout quand tu montes une boîte. Enfin, je veux dire, tu as besoin de créa, ou alors il faut que tu trouves quelqu'un qui va faire une créa. Même si jamais maintenant tu peux trouver, tu as plein de générateurs de logos, etc. Mais ça reste quand même assez léger si jamais tu veux quelque chose d'assez profond. Potentiellement besoin de tech, si jamais encore une fois, nous on est vraiment accès digital, donc tu as besoin de web, d'app, voilà, donc de cette partie-là. Et puis il y a aussi besoin d'une partie administrative, légale, financement, donc par les Rémi. Donc la compétence, j'ai pas forcément envie de dire qu'il y en a une spécifiquement. C'est-à-dire que. D'être polyvalent peut-être. Mais voilà, c'est plus une sorte Ouais. de mindset et une sorte de plus de soft skills à avoir. Mais cette polyvalence, en tout cas, chercher à s'intéresser et pas se dire je ne connais pas, donc je ne fais pas. En fait, non. C'est-à-dire que juste le fait de s'intéresser, tu grattes, tu vas chercher des informations, plus petit à petit tu rentres dans ton domaine, plus petit à petit tu rentres dans la compétence, et au final tu débloques des affinités avec des domaines qui au départ te paraissaient très lointains. Au final, rien de très sorcier, surtout que maintenant on a un accès à la donnée, à l'information qui est juste dingue, donc ça il faut quand même en profiter, c'est un des avantages de notre époque. Et donc ouais, pour moi En la vrai, polyvalence c'est Je pense la polyvalence et surtout la capacité à pouvoir apprendre. Parce qu'en fait, pas tout le monde va être en capacité de pouvoir apprendre n'importe quoi. Et la chance qu'on a sur ça, c'est qu'on a toujours été assez débrouillard. Où dès qu'on a regardé un peu quelque chose, même si on comprenait pas, qu'on connaissait pas du tout, en fait, on peut arriver en 2-3 semaines à aller apprendre complètement quelque chose de nouveau sur un marché, une nouvelle compétence. Et en fait, sans ça, on peut pas être entrepreneur. Parce qu'il faut sans cesse innover, il faut sans cesse s'adapter. Et il n'y a pas besoin d'être un expert. Je veux dire, il y a plein de fois, on se dit, ok, je vais commencer à mettre dedans, mais il faut que je m'y mette à fond. Rien qu'avoir les bases. Être en capacité de comprendre comment ça fonctionne, de comment ça s'articule, et potentiellement travailler avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Je prends un exemple tout bête, mais des fois, les designers qui osent pas trop aller chercher sur cette partie dev en se disant, la programmation, ça est un peu bizarre. Non. En fait, juste comprendre comment ça fonctionne, ça te permettra derrière de travailler de manière plus simplement avec des devs ou avec des techs, et inversement. C'est des personnes, et je dis ça par expérience, qui sont en dev, qui se disent le design, ou Photoshop ou Figma, c'est pas trop pour moi, etc. En fait, non. C'est être en capacité de mieux comprendre le design. Ça a des applications, même un exemple tout simple de j'ai une maquette, être en capacité de délivrer la maquette quasiment similaire en dev. Au début, nous, on a travaillé avec des techs et typiquement des jeunes développeurs qui n'avaient pas encore le regard créatif ou même pas forcément de base là-dedans, donc qui avaient des difficultés à utiliser Figma, ou potentiellement qui avaient l'impression de faire une maquette similaire, alors que sur des paddings, sur des espacements, sur des proportions, c'était différent. Et donc forcément on perd du temps, tout ça, et derrière forcément c'est du feedback, donc des révisions, donc c'est pas forcément un plaisir. Donc la capacité à apprendre, ne pas se laisser de porte, parce qu'en plus c'est très français ça, de se dire ou je ne peux pas parce que c'est pas moi, ou je ne peux pas parce que... Juste il y a un moment, allez-y, testez, vous n'êtes pas obligé de devenir des pros, quoi. C'est un peu d'huile de coude et puis tout se fait. Voilà. Et du coup, finalement, être entrepreneur, c'est un peu en apprendre tous les jours. Mais Oui. gérer sa boîte, plus les études, plus la vie personnelle, vous vous en sortez? Comment vous faites? Alors moi j'aime bien utiliser la métaphore des 3 portes. C'est-à-dire qu'il y a 3 portes, mais tu vas pouvoir en choisir que 2. Et derrière, il y a soit une vie pro, soit une vie on va dire perso, soit une vie plus centrée côté plaisir, amis, etc. Et en fait, on peut faire la même analogie avec que ce soit la famille, les amis, tout. En fait, forcément, il y a des sacrifices, forcément, il y a un équilibre qui est à trouver. Pour être un peu plus précis, à titre personnel, ma conjointe est en médecine, travaille énormément. Donc forcément, elle va comprendre le fait que je m'investisse énormément dans le travail. Ensuite, la partie travail est centrale, la partie perso va suivre, comme je vous l'ai dit. Derrière, est-ce que je pars faire des road trips avec des amis tous les jours et est-ce que je vais au bar toutes les semaines? Non. Je pourrais, potentiellement ça peut m'arriver d'aller faire une soirée, d'essayer de revoir certains amis, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va être central, et en fait c'est juste des choix qu'il faut assumer. Il y a un moment, il y a un équilibre qui est à trouver. Et après, potentiellement, il y a des petits tips, des petites cheats qui sont à trouver. Par exemple, travailler avec vos amis, typiquement avec Rémi, où au départ, en fait, on était simple connaissance, on s'entendait bien quand on était dans la promo. Et en fait, on s'est rapprochés, on est devenu vraiment plus potes une fois qu'on a commencé à travailler. Et donc, il y a vraiment cet équilibre qui est à trouver. Il n'y a pas de formule magique.
rien n'est mieux que l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va choisir sa famille et va préférer rester célibataire pour pouvoir se concentrer sur son travail, ok. Si jamais il y en a qui préfèrent mettre le travail de côté ou juste faire le minimum pour pouvoir se développer sur un autre aspect, pour moi, c'est, encore une fois, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de meilleure voie, mais c'est un choix à faire. Et ensuite, il faut juste l'assumer et ne pas se mentir à soi-même. Parce que pareil, il y a des fois, je peux tout faire en même temps, je peux tout gérer. Non. Ensuite, ça finit en burn-out ou ça finit sur il n'y a rien qui avance et il y a des problèmes un peu partout parce qu'il n'y a jamais aucun des choix que tu as fait qui est vraiment comblé. À titre personnel, voilà comment je l'ai géré. Après, on revient sur la différence aussi de Alex a arrêté en bachelor. Du coup, le choix des études a vite été fait. Il n'a pas choisi les études. C'est ce qui nous différencie aussi sur ça. Que moi, j'ai préféré continuer d'ailleurs jusqu'en bac plus 6 aujourd'hui sur ça. Et donc, c'est vrai que moi, de mon côté, quand tu cherches à être entrepreneur, que tu fais plein de petits projets, que tu as des études en même temps ou tes études sont quand même exigeantes, où tu veux t'investir dedans, c'est vrai que ma vie familiale et ma vie personnelle ont pâti énormément. Et après, c'est un sacrifice à faire temporairement parce que je sais que mes études ne seraient pas tout le temps. Mais je sais qu'aussi plus tard dans ma vie professionnelle, je suis plus quelqu'un qui va aller valoriser mes projets plutôt que ma famille ou mes proches, malheureusement. Voilà. D'accord. Et du coup, au niveau d'Optivity, au niveau de votre cible précisément, au vu des services et du dernier pivot que vous avez effectué, où est-ce que vous vous situez ? Au final, la cible n'a pas tant changé que ça. Au départ, c'était n'importe qui quand on a commencé. On cherchait de l'argent au Non, début, mais c'était qui vraiment... veut bien de nous? Exactement. Non, mais c'est vraiment, tu es bonjour, tu es Elon Musk. Si tu veux, on peut bosser ensemble. On a prévu un abonnement pour toi. Et c'est pas une blague. On avait prévu des Opti Plus, Opti Premium et des choses qui étaient travaillées, mais beaucoup trop. Ça, c'est une autre erreur. Il faut qu'on en reparle de nos erreurs parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants. Mais On va revenir sur la question, ça te chafouine un peu. ok, parfait, super. Non, mais Oui, parce qu'il il y a vraiment des plein de choses trucs à à dire. raconter et j'ai vraiment envie de vacciner certaines personnes par rapport à ça. Mais donc, typiquement, voilà, au départ, c'était tout le monde. Donc, non, on ne fait pas ça. On choisit bien sa cible et potentiellement bien niche. Et au final, nous, actuellement, on est clairement plus sur entrepreneurs, start-up, potentiellement scale-up, donc des startups qui sont déjà un peu plus avancées, qui ont levé, voilà. Mais on est, en fait, on préfère le côté, en tout cas, à titre personnel, Rémi, je te laisserai répondre, mais le côté humain, le côté rapidité d'exécution, le côté accessibilité. Et en fait, typiquement, quand je travaille en UX ou en UI, potentiellement, on peut effectivement avoir des analyses du benchmark et un travail en profondeur, que ce soit sur les interviews par exemple avec des clients, etc. Mais en fait, on ne va pas avoir un travail qui devient redondant et un peu chiant parce qu'il faut l'expliquer à une équipe de 120 personnes, l'expliquer au upper management, ensuite qui valide les choix et en fait que ça prenne des semaines et des semaines. Là, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus humain. Et au final, les startups, entrepreneurs, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et après, voilà, pour nos cibles. Il a très bien répondu. On peut passer à la question suivante. Non mais revenons sur les problèmes. Je t'en prie, Ok. Alex. Alors donc, oui, j'aimerais quand même y revenir. En fait, Point numéro 8. c'est juste que honnêtement, en fait, c'est compliqué, même personnellement parlant, des fois de dire putain merde, j'ai chié quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, alors, je vais faire une petite liste et je vais essayer d'être assez rapide à chaque fois sur chaque point, éviter de faire chier tout le monde. Première chose, déjà, j'aurais le petit côté un peu arrogant, confiant. Et là, moi, je vais être très honnête. En fait, je sors d'école de business, donc j'ai fait mes 3 ans. Comme disait Rémi, lui, il a continué. En fait, moi, je me faisais un peu chier dans le sens où j'avais envie de pousser certains projets ou certaines expertises plus que d'autres. Et en fait, j'avais l'impression d'être bloqué par le système en fait que fournissait une école où c'est tu fais 2 semaines ça, une semaine ci, 2 semaines ça, une semaine ci. En fait, non, moi, j'aimerais passer 3 semaines sur ça. Et puis ça, je m'en fous un peu. Et donc, au final, je me suis géré. Ok, je suis parti je me suis mis en mode entrepreneur et j'y vais à fond. Le côté arrogant des fois de se dire bon, j'ai majoré, tranquille, je peux faire ce que je veux. Non mec, attention, tu restes un petit gland, tu n'as aucune expérience dans la vie ni dans le professionnel. Donc certes, tu as fait quelques stages, tu as fait quelques jobs d'été, ça n'empêche que tu n'as pas encore de véritable expérience par rapport à ça. Donc des fois, juste arriver et avoir de la confiance en soi, c'est vraiment, il faut en avoir. Il faut avoir de l'audace, il faut y aller et à un moment, des fois, avoir des balls et juste tenter. Il faut y aller. Mais par contre, il faut quand même savoir doser et se dire là peut-être que je me prends quand même un peu pour quelque chose que je ne suis pas et en fait je dis ça pas forcément par rapport aux autres mais c'est aussi par rapport à soi-même parce qu'en fait il y a des fois où tu peux mettre des attentes énormes par rapport à toi-même alors qu'en fait tu vas pas y arriver et tu te mens à toi-même et c'est une boucle qui je parle par expérience est pas forcément très agréable à vivre quand tu te rends compte que ah bah oui en fait effectivement c'est pas aussi compliqué, je ne suis pas Elon Musk et de toute façon même Elon Musk n'a pas réussi comme ça du premier coup. Donc voilà,
arrogance, confiant des fois, redescendre un peu. Je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième erreur qu'on a faite Ok. qui te tracasse un petit peu. Oui, C'est que trop de stratégie tue la stratégie. Au point où on est arrivé à un point à un moment en donné, fait ça tue tout, juste trop de stratégie, Ah, c'est c'était- juste c'est pourri, ça on voulait avoir tout de près avant de pouvoir commencer à travailler. C'est-à-dire qu'on devait attendre que toutes les stratégies soient finies, que chaque dossier, chaque template, chaque DA sur chaque page soit faite avant de pouvoir acheter des clients, avant de pouvoir travailler. Un Ça, exemple c'était une grosse simple. erreur. C'est imaginez que on a dit qu'on faisait des logos, des chartes graphiques. Ok, service qu'on propose. Et en fait, avant de vouloir mettre ça en place, on se disait mais non, mais en fait, il faut qu'on ait. Comme si jamais on était un grand groupe. Et ça, c'est le problème des fois de l'école, d'être un peu by the book et de se dire vraiment, il faut que je suive un pattern et quelque chose de bien précis. Il nous faut une fiche process où je dis ma DA, je commence par ça, je commence par ci, mes références, ensuite je benchmark, ensuite je proto, ensuite je fais mes JITER. En fait, c'est quelque chose qui forcément est rassurant quand en plus tu es étudiant, entrepreneur, donc tu te dis ok, bah, je vais bien poser les choses, comme ça je suis sûr de suivre mon moule correctement, et en fait derrière j'arriverai à faire sortir mon produit parce que voilà. Sauf que le temps que ça prend de faire ça, et surtout que en tant que créa, j'avais envie que même les dossiers que je fais pour moi-même, ils soient tout beaux. Tu voulais des templates pour tout. Donc énorme erreur. En fait, il y a un moment, il faut que dès que vous voulez ship quelque chose, ça doit être très rapide, ça doit être simple et en fait surtout être adapté. C'est-à-dire que est-ce que ça en valait la peine de passer autant de temps pour juste avoir une sorte de guide un peu plus précis? En fait non, fais-toi un post-it mec, boum boum boum, et ensuite on passe à autre chose. C'est un Voilà. peu ce qu'avait dit Pauline aussi pendant la première table ronde, cette histoire de perfectionnisme qui peut en fait Très être dangereux. un frein à la fin. C'est ça. Carrément. Il faut direct être dans l'opérationnel, il faut tester le marché. Parce qu'en fait, les itérations que tu vas faire sont en fonction du marché, de tes retours. Donc si tu fais jamais de test, tu peux faire de la stratégie aussi longue que tu veux, ça ne marchera pas. Et encore plus pour les créas. C'est vrai que ça c'est en tant que designer, il y a vraiment quelque chose de tu veux toujours faire mieux. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel visuel, n'importe quelle création, n'importe quel print, n'importe quelle vidéo, tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours ajouter un effet, tu peux toujours tout ça. Et en fait, il y a un moment, il faut juste se dire, par rapport au temps que je vais prendre, est-ce que c'est efficient ou pas en fait? Est-ce que la créa, est-ce qu'elle fait le taf, est-ce qu'elle fait pas le taf? C'est un truc tout bête, mais des fois, quand tu bosses avec une startup, elle peut avoir un budget. Potentiellement, tu peux passer 3 mois à faire une affiche ou faire un truc hyper poussé, faire plein de protos. C'est pour ça que je crois que c'est le logo de Walmart qui a été retravaillé il y a quelques semaines et c'était plusieurs millions d'euros pour un léger changement. C'est parce qu'en fait, Walmart a les reins solides et en fait, il y a une équipe qui va passer un temps monstre pour bosser dessus. Comme c'est arrivé à Peugeot aussi. Exactement. C'est Même ça, Decathlon, système. par exemple aussi. Et donc la différence, c'est qu'en fait, il faut juste savoir s'adapter. Si jamais vous avez le budget pour, allez-y, prenez le temps, faites autant d'itérations que vous voulez, etc. Mais surtout quand vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur et que vous lancez votre boîte, il y a un moment, le logo n'est pas parfait. C'est pas grave. Hein. Voilà, il y a un moment, changera passer plus à autre tard, chose. Ouais. on fera plus Donc, tard. et ça, c'est pour la créa, vraiment, si jamais on a des fois passer à autre chose, et même s'il y a cette petite voix qui disait ah, ça pourrait être mieux, etc. Si jamais ça commence à prendre trop de temps, passez à autre chose. Voilà, et puis donc on a parlé de la communication, on a parlé de l'arrogance, on a parlé de la confiance en soi, on a parlé de C'est pas mal là, il y a ça. d'autres questions, je pense. Et ouais, après, si jamais il y en a qui reviennent, je vous le dis, mais Il y a pas de pour le moment on souci. est bon. Mais peut-être que ça fait partie des problèmes aussi, mais est-ce que le financement au début pour monter votre boîte a été un problème? Ouais, financement, je gère. Je te laisse y aller, vas-y. Rémi, je t'en prie. Alors de notre côté, non, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment une start-up. On a plus, on a une agence, quoi, donc un modèle cabinet de conseil classique. Ça veut dire que tu vends du jus de cerveau, tu vends de la presta à l'heure ou des prestats qui sont toujours indexés sur du taux horaire en fait du travail que tu fais. Nous, on n'a pas forcément eu besoin de financement parce que tout était de la charge variable, c'est-à-dire on allait avoir des besoins financiers uniquement quand on allait avoir des clients. Donc tant qu'on n'en avait pas, on n'avait pas forcément de besoin. Oui, il y a toujours un minimum à avoir parce qu'une boîte, ça coûte de l'argent. Mais au final, nous, on n'a jamais été vraiment restreint sur ça. Après, aujourd'hui, quand on veut lancer un projet plus entrepreneurial, on a besoin d'argent, il y a des systèmes en France qui permettent d'en avoir assez facilement. Et après, pour le dire aussi, c'est vrai que maintenant, il faut aussi penser à être smart en termes de comment est-ce que tu vas utiliser tes budgets au départ, même des trucs légers au départ. Et encore une fois, c'est moi qui voulais avoir un téléphone pour la boîte parce que tu comprends, c'est stylé, c'est stylé. Le J'ai mon téléphone téléphone, pro. voilà, le téléphone pro, c'est stylé. Alors qu'en fait, une application comme On-Off, c'est littéralement un téléphone virtuel dans ton téléphone. C'est C'est ça. 5 € par mois ou 5 € par an, je sais même plus. Mais c'est 5 € par mois, je Par crois, mois. un truc comme ça. Mais voilà, c'est rien du tout. Et tu as ton téléphone et ça marche trop bien. Et voilà, donc c'est des trucs après, il faut savoir optimiser en termes de. Ouais, c'est un peu ça Du coup, l'histoire. On ouais. a toujours à peu près C'est utilisé nos après avoir fait 2-3 erreurs
Après avoir choisi de prendre un téléphone pro physique. Oui, voilà. On a Oui, découvert voilà. Et il y a d'ailleurs, quoi. on l'a pas fait. On l'a pas fait. On ça l'a pas fait, on a récupéré des vieux tels à Ouais. droite à gauche pour Ouais. mettre une carte. On Il y avait avait qu'une quand même carte un SIM financier ou qui quoi. était là, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai quand même Ah bah, géré il le a fallu budget. pousser, Quoi, non. voilà. C'est J'étais Ah. beaucoup trop scolaire quand on a commencé. ouais. Maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, on va vraiment qu'à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses superflues qu'on paye et qu'on devrait pas payer. Du coup, enfin vraiment aujourd'hui, on coupe vraiment et on va qu'à l'essentiel. Mais du coup, là, après tout ce magnifique parcours, ces différents pivots, où est-ce que vous voyez l'entreprise dans les prochaines années à venir? Bonne question. Ouais, en fait, on va continuer d'évoluer. Encore une fois, c'est l'avantage de la start-up et on est encore en construction de nous-mêmes. Moi, je suis sur mes 24 ans. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a un moment où ce que je fais aujourd'hui ne sera pas forcément ce que je voudrais faire demain. Donc, à voir comment ça évolue. De toute façon, on va continuer de bosser dans les domaines qui nous passionnent et de renforcer les compétences qu'on peut avoir, etc. Et puis, en fait, continuer d'aider parce qu'au final, c'est ça qu'on fait quand même derrière quand on fait de la créa ou de l'accompagnement en financement, etc. Donc, voilà, continuer de rencontrer des projets, continuer d'essayer de, à notre échelle, développer l'entrepreneuriat et puis les porteurs qui sont derrière. Et puis on verra comment ça se développe avec le côté business unit, les projets qu'on pourrait développer par le suite. C'est ça, après d'un point de vue. L'avantage, comme on dit, on est que 2-3 dans la boîte, donc ça fait que les décisions sont très vite prises, même si sur un dernier moment on a un coup de tête, on veut changer, on peut assez facilement, mais on va garder, je pense, le système de business unit encore un moment, parce que ça permet d'être assez flexible, on peut l'arrêter un peu quand on veut, et on va plus essayer de se concentrer sur le software à l'avenir, je pense. Ouais, essayer de se laisser Voilà. une time frame de 3 à 6 mois max. On lance un projet, on teste, on voit comment ça fonctionne, ça marche pas, on en relance un. Et voilà quoi. Il me semble que c'est David Guetta qui disait qu'il avait fait 10 000 chansons avant d'en avoir 2 ou 3 qui fonctionnent bien. Et bah là, ça sera pareil. Dans ces 10 000 boîtes, et puis il y en a 2 ou 3 qui marcheront super bien. Tu vois. Un bon entrepreneur. Ouais, clairement, faut que j'aille chercher la référence. Et en dernière petite question, globalement, pour des étudiants comme vous qui souhaiteraient monter leur entreprise, ce serait quoi les conseils que vous lui donneriez, sachant que on l'a un peu survolé avec les problèmes que vous avez rencontrés, mais voilà, des questions, enfin des conseils que vous pourriez lui donner. Je pense déjà qu'il faut qu'on va réfléchir à quelque chose en projet avant de le lancer ou quoi que ce soit. Il faut qu'on se pose sur un papier et qu'on se dise ok, on va définir clairement une problématique, clairement une solution, et avant d'aller créer la boîte, embaucher des gens, engager des frais, juste aller dans la rue, aller discuter avec des gens qui sont potentiellement concernés par notre thématique, notre problématique ou nos sujets, et voir si déjà est-ce qu'il y a de la traction de marché ou non. Et en fait, on va créer l'entreprise au moment où on a besoin d'une entreprise. On va pas s'amuser à la créer maintenant pour dire que ça fait beau sur les papiers. Non, ça a des coûts, surtout quand on est étudiant. On veut créer l'entreprise le plus tard possible quand le produit est prêt. Donc en fait, vraiment, c'est juste d'aller confirmer que c'est un réel problème, ou il y a un réel marché derrière ça, qu'il y a une traction. Et de 2, d'aller créer la boîte au moment où c'est opportun pour pas engager des frais. C'est vraiment, je pense, un des premiers conseils à faire. Toujours trouver le problème avant de trouver la solution. C'est ça, faut tomber amoureux avec le problème et pas la solution. C'est toujours beaucoup plus facile. Et je suis entièrement d'accord. Et donc, encore une fois, toutes les erreurs avec plaisir que je partage, qui ont été les miennes et qui m'ont construit aussi, d'ailleurs pas que les miennes, de les tiennes aussi, soyons honnêtes. Quand même, parce que j'étais là aussi. j'ai l'impression que je suis un énorme loser, donc ça va. Donc qui nous ont permis d'apprendre énormément. Au global, en fait, c'est juste soyez putain d'honnête avec vous-même. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix où tu dis, là, ça sent pas bon. Là, je vais me prendre un petit contre-pied. Et tu arrives et tu essaies de te convaincre, surtout parce que encore une fois, tu as énormément de doutes. Tu es entrepreneur, tu es jeune, donc tu es étudiant, donc tu te poses des questions. Il y a un moment, soyez honnête avec vous-même. Et quand vous sentez déjà juste ce côté, quand la question se pose, c'est parce qu'elle s'est posée pour une bonne raison. Moi, j'aime bien dire que quand on est dans la sauce, c'est qu'on a préparé les ingrédients. Et c'est vraiment cette idée-là que quand tu commences à te poser des questions, c'est parce qu'il y a un truc derrière qui mérite de se la poser. Donc, si jamais ton idée, tu commences à voir que ton business plan, il y a quand même des concurrents, il y en a, ouais, mais c'est cool. Arrête, mets-toi, sois honnête. Avec toi, ça pue, change d'idée, ça marchera pas, c'est pas grave, trouve autre chose. Avec mon associé, elle va déménager au Zimbabwe, mais on va bosser en distanciel, ça devrait marcher. Soyons honnêtes, il y a un décalage horaire, ça va pas marcher, trouvez une autre façon de bosser ou arrêtez de bosser ensemble. Et en fait, c'est des trucs comme ça, soi-même et avec les autres. Être avec très les très associés, honnête. je pense que c'est important aussi de faut avoir une relation avec ses associés qui soit cordiale dans le travail. Rien n'empêche d'être ami en dehors, parce que comme l'a dit Alexandre, on est devenu amis en étant associés. Oui. Ça, c'est ce qu'on dit en caméra. Mais je le déteste. Ça va. On peut pas se blairer. Waouh. On est On est exclus.
On a eu de la chance de pouvoir devenir amis dans le travail. En fait, notre travail fit bien ensemble parce qu'on est assez complémentaires. En fait, tout ce qu'il déteste faire, j'adore le faire et vice versa. Donc ça fait qu'on est vraiment sur ça. On est très le mais et le et. Moi, je suis très Après, le mais. Il est très le et. tu t'aimes remplir des dossiers administratifs et légaux avec la compta et avec BPI et je sais pas quoi. Chacun ses petits plaisirs. Moi, j'ai fait du design. Rémi, tu peux parler de Figma si tu veux, vas-y. Ah, attaque. Non, je fais des sélections de parler de Sigma dans Oui, l'histoire. pardon. Non, mais plus revenir sur les associés dans le sens où vous pouvez être amis, vous pouvez vous associer avec des amis, d'accord, mais il y a des limites à avoir. Le pacte d'associés est super important, en plus des statuts, et je dirais même obligatoire, juste pour au moins définir les règles. C'est pas en prévision de ça va aller mal, c'est juste que dans tous les cas, ça ira mal un jour parce que c'est le principe d'une entreprise et ça ira mal. Et juste, on a des règles pour savoir comment ça se passe quand ça passe mal. Après, quand on est associé et ami, ça peut être aussi compliqué de laisser le travail en dehors de l'amitié et vice-versa. Faut vraiment pas hésiter à cloisonner les deux. Je m'en souviens avec Alexandre, des fois on s'était crié dessus, à se disputer vraiment plusieurs fois, mais rien n'empêche qu'à 18h, on peut aller boire un verre, prendre au bar, En fait, tranquillou. t'enlèves la rancune. En fait, C'est ça. il y a un moment, tu travailles avec une personne différente. C'est ton pote, mais en fait, c'est plus ton pote quand tu es Ça. en train de bosser avec lui. Il y a le travail, on peut s'engueuler pour le travail, pour un truc, et à 18h, dès qu'on a fini, que vraiment on est en mode vas-y, le travail se finit pour aujourd'hui, on est toujours amis, et puis on va aller boire un verre comme si de rien n'était. Et du coup, autre conseil, gardez pas de rancune. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quelqu'un n'aime pas un des amis ou une des personnes avec qui tu travailles n'aime pas ton travail ou la façon de faire, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'aime pas, est-ce que c'est plus la forme ou la façon de faire. Et derrière, c'est ce côté, en fait, si jamais la personne le dit de manière, encore une fois, que ce soit pertinent, que ce soit toujours bénéfique par rapport à la boîte, à l'avancée de l'entreprise, à l'avancée du projet, mais à un moment, en fait, juste, si jamais c'est vraiment ta faute, tu te tais, t'apprends et tu modifies, et ou inversement, ou alors, faut pas non plus que l'associé qui se plaigne le fasse par des moyens qui soient pas très honnêtes. Donc encore une fois, communication. En général, faut pas trop de rancune ni d'ego. Ouais, parce que ça finit très mal si tout le monde met son ego sur la table. C'est ou encore ça plus vrai pour les rancune. designers, je tiens à le dire aussi. Vraiment, vraiment. Il y a différencier le produit perso, visiblement. En fait, tu es obligé. Encore une fois, c'est une question de choix. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est des façons de faire différentes. Et même si jamais nous, c'était clairement management un peu horizontal. C'est-à-dire que c'était plus... j'étais CEO, mais en vrai, c'était plus le côté un peu organisationnel parce que j'étais le porteur projet au départ. C'est plus la de l'idée. vision que tu avais aussi. C'est ça. Mais c'est forcément, en fait, c'est des questionnements. Des fois, tu peux travailler avec quelqu'un, mais de manière potentiellement un peu verticale. Ou, voilà. Et donc, encore une fois, c'est des relations qui doivent être différentes. Pas de rancune, savoir s'adapter, savoir faire la différence entre les deux. Et puis voilà. Je pense que nous, on a fait le tour de nos questions, mais Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un autre problème Quelque peut-être. chose qui Un te autre problème qu'on a turlupine fait, une peut-être. autre bêtise qu'on a fait. Alors si dernière chose, je peux la dire. Alors Je le c'est un- savais, je le savais. non, mais je t'en prie. ça, c'est un truc un peu personnel et je sais que encore une fois, je parle en tant que créateur, en tant que designer, je sais qu'on l'a pas mal. Des fois, quand tu vas commencer à être un peu bon dans ton domaine, réussir à avoir certaines aisances, il y a une petite voix qui va commencer à te parler. C'est-à-dire qu'au fond de toi-même, tu vas commencer à te questionner sur certains éléments. Ça peut être un truc tout bête, tu fais un visuel et tu te dis peut-être que là c'est pas lisible. Mais en fait, instinctivement, comme c'est quand même ton travail et que tu as un peu la flemme, tu te dis oh, mais en vrai, tranquille, etc. Et tu as une sorte de débat qui commence. Je vais passer pour un énorme fou. C'est une dinguerie. T'as des débats Non. avec toi-même. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Il forcément. est plusieurs dans sa tête. Forcément. Et donc effectivement, tu as cette petite voix. Et ça fait le lien avec dont je vous parlais tout à l'heure de ce côté, quand tu commences à te questionner sur quelque chose, c'est parce qu'il y a une raison de se questionner. Et bien là, c'est pareil. Et cette petite voix dans le travail, surtout pour les créas, c'est que tu l'as beaucoup. Et en fait, il faut l'écouter. Honnêtement, ça peut être très chiant parce que des fois, hier j'étais vu jusqu'à 2h30 du matin. Encore une fois, c'est horrible, on parlait d'équilibre personnel et professionnel. Ma copine était en garde, je tiens à le dire. Hein, je ne suis pas un énorme fou. Mais donc, j'étais travaillé un peu tard. Et il y a un moment, il y a une petite modification ou un truc à faire où tu te dis oh, j'aimerais aller me coucher. En fait, il y a un moment, c'est juste encore une fois, tais-toi, sois honnête avec toi-même, fais la petite modif, tu sais que c'est mieux. Et encore une fois, ça dépend. Si jamais tu vas tout refaire, je fais le lien avec une autre erreur. Et c'est là que je pense que j'ai tout. Parce que du coup, je commence à faire des liens partout. Donc si jamais tu vois que tu commences à prendre trop de temps, ça veut dire que tu passes dans ce côté beaucoup trop stratégique et tu perds énormément. T'es pas du tout efficient. Mais voilà, savoir s'écouter cette petite voix. Et voilà. Et ensuite, juste après, oui, lancez-vous, faites-vous kiffer. L'entrepreneuriat, c'est vraiment cool. Et Moi, c'est je pas pense à forcément un autre d'avoir problème qu'on avait eu un petit peu, c'est qu'on avait au début, qu'on était un peu tous de la même promotion, de la même école, qu'on a créé la boîte, on s'est jamais vraiment mis de limites ou de délimitation sur des choses. Et je pense que c'était une erreur plusieurs fois. Même dans le travail, oui, on avait un peu nos limites, nos spécialités, mais je parlais plus en termes d'associés, en termes de prise de décision ou quoi. En fait, des fois, on va tolérer certaines choses parce que la personne est un ami,
alors que là, c'est l'associé. Et vice-versa. Vous avez vu comment il parle? C'est une sorte de gros pic qui m'envoie en mode. La fois où t'as couru tout nu dans l'open space, moi, c'était pas possible. Ce n'est Ou jamais par arrivé. exemple, recevoir un appel à 4h du matin en disant j'ai une idée. On va aller- Oui, effectivement, c'est vrai que c'est Ouais, arrivé. c'est arrivé. C'est arrivé. On se demande lequel des deux a appelé qui. Oui, on se demande. Voilà, donc. Non, mais après, il faut avoir des limites, faut pouvoir les faire respecter, mais il faut qu'elles soient cohérentes aussi. C'est sûr que se faire appeler à 4h du matin pour son associé en disant j'ai une idée, on va devenir riche, et le lendemain, t'es en mode c'était vraiment une idée pas ouf. En vrai, Et c'est on des dit bons à deux en souvenirs. plus, mais voilà. Bien encore une fois, c'est toujours les limites. Est-ce que ça te fait chier ou pas? T'en parles, t'es honnête, transparent. C'est ça, faut pas hésiter à ajuster la relation. Enfin, avec Alexandre, notre relation a énormément grandi. Professionnel et amical aussi. Même amical. Enfin, plusieurs fois, on s'est assis en disant ok, bah des fois les méthodes de travail ne convenaient pas entre nous, comme on agissait entre nous, et juste on arrange, on rectifie le tir et on avance en fait. Faut pas laisser une petite chose devenir une grande chose et puis après que ça soit une cassure, on dise ben voilà, on peut plus travailler ensemble quoi. Non, faudrait toujours réussir à arranger les choses. Puis après, juste kiffer quoi. Faites-vous plaisir. Si jamais C'est l'entrepreneuriat ça vous aimez pas, bah, faites pas d'entrepreneuriat. Si jamais ça vous fait kiffer, ça vous fait kiffer. Et c'est Alexandre Astier qui disait que si jamais au bout de pendant 3 jours, tu commences à faire quelque chose et tu commences à te dire que ça te plaît pas, bah c'est que ça change en fait. Potentiellement, tu peux faire ça sur une durée quelques semaines, quelques mois. Si jamais au bout d'un moment tu sens que ça bloque, il y a un moment il faut passer à autre chose. Et donc voilà, je tiens aussi à le dire parce que j'adore l'entrepreneuriat et je vais continuer d'en faire, etc. et de supporter ça. Et ça c'est le petit message d'ouverture entre guillemets, je pense. C'est ce côté. Des fois c'est un peu considéré comme la voie royale ou en disant que c'est forcément faire ça, c'est littéralement c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est la façon la plus belle de devenir professionnel ou de se développer. Honnêtement, c'est énormément de compliqué, enfin très compliqué d'un point de vue personnel, c'est très compliqué d'un point de vue professionnel parce que c'est pas simple. Donc c'est juste, est-ce que ça vous fait kiffer, est-ce que ça vous fait pas kiffer, et ensuite si jamais ça vous fait kiffer, allez-y quoi, c'est trop cool. Je pense que c'est le dernier mot. Je suis d'accord avec toi. Et bah, je pense qu'on peut clôturer sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous parler. Ce retour d'expérience était très enrichissant. Et puis bah voilà quoi, merci beaucoup. On se retrouve à la semaine prochaine, 18h. Let's go. Non, Et non, c'est- c'est Merci dans beaucoup 2 de nous avoir semaines. invités. Allez. On se retrouve Merci dans beaucoup. 2 semaines. Non, c'est pas toutes les semaines. On n'est pas avec. Ok, On n'a ok, pas le ça même marche. planning. Mais merci pour l'invitation, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et C'était puis, très gentil à vous. c'est notre humble vision sur notre façon de faire. Maintenant, on est quand même beaucoup plus professionnel et beaucoup plus, même, je pense, épanoui et heureux dans ce qu'on fait. Mais encore une fois, c'est l'entrepreneuriat, donc tu te casses la gueule et tu remontes et tu apprends énormément. Donc voilà. Et bah merci. Et puis bah, on se retrouve dans 2 semaines pour la 3e table ronde de Oui, Genius. autour de la gestion de projet avec 2 chefs de projet. Donc on aura Julia Poncet et Quentin Glomet. Bah nice.